Dupont-Aignan Nicolas, 61 ans, candidat Debout la France à l'élection présidentielle. C'est votre troisième campagne. Nous allons voyager ensemble dans les archives de l'INA pour tenter de cerner votre ADN. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. La première fois que vous apparaissez à la télévision, vous êtes sous-préfet d'Île-de-France et vous devez gérer une situation de crise, le relogement de familles africaines sans abri qui campent sur un terrain vague, le futur site de la Bibliothèque nationale de France. Nous sommes en 91, vous avez 30 ans. Les premiers expulsés avaient planté leur tente le 13 juin sur un terrain vague de la ville de Paris. C'était vite devenu un village africain, malien, sénégalais et un bras de fer à trois avec la ville de Paris et les pouvoirs publics. Mais l'hiver approche, peu de chauffage, de nombreux enfants manquent d'hygiène malgré l'aide des associations. Et il y a 2 semaines, dans la tente 85, des rats ont même mordu 2 enfants. Alors sans vouloir céder, l'État a voulu chercher à sortir de l'impasse et expérimenter ainsi un système de logement passerelle. Il n'y a pas de primo-logement pour une occupation illicite. Simplement, il y a un devoir d'assistance pour des familles qui sont dans une situation aujourd'hui très douloureuse. À l'avenir, quand il y aura une expulsion, les personnes qui ne trouveront pas de logement pourront aller dans des logements d'insertion provisoire gérés par des associations caritatives, grâce à un nouveau financement de la part de l'État. Le relogement de familles immigrées, c'était par conviction ou par devoir ? Par les deux, enfin par devoir, j'étais serviteur de l'État. Je me souviens très bien, c'était la première intervention. J'étais avec un grand préfet, 2 grands préfets, Christian Philippe et puis Sauter, Christian. Non, c'était Olivier Philippe et Christian Sauter. Et ils étaient tiraillés entre la volonté de ne pas faire passer des familles devant d'autres et puis en même temps de répondre à une situation humanitaire. Ils m'avaient envoyé au feu parce que je crois que personne ne voulait intervenir, alors ils avaient trouvé le petit jeune de service. Donc à la fois par devoir et par conviction. J'étais serviteur de l'État. Vous devenez maire en 95 à Hyères dans l'Essonne, puis député 2 ans plus tard sous les couleurs du RPR. Votre permanence, c'est l'arrière d'une camionnette. Nicolas Dupont-Aignan est maire de la ville de Hyères dans l'Essonne. Mais c'est en tant que député qu'il sillonne sa circonscription à la rencontre de ses concitoyens. Son bureau, une camionnette. C'est sa papa mobile à lui. Ça me permet d'aller où je veux, quand je veux, au moment où on le souhaite, où on m'appelle. Ça permet d'avoir un peu comme l'escargot, sa coquille sur soi. Et j'ai une circonscription assez ramassée, mais avec des quartiers très divers, des maires plus ou moins coopératifs, parce qu'il faut qu'ils s'habituent. Et donc, ça me permet d'être un peu libre. C'est une forme de liberté, de l'élu. Cette papa mobile ou Dupont mobile, elle a servi longtemps ? Très longtemps. Elle est maintenant complètement usée, mais j'ai adoré cette période et je l'ai continuée à chaque élection, même la dernière, parce que j'ouvrais les portes dans tous les quartiers et si je suis un homme politique, je pense, différent des autres, c'est parce que j'ai toujours gardé les pieds sur terre et j'ai été réélu, j'ose pas le dire nombre de fois, à la surprise de tous les observateurs parisiens, parce qu'ils ne connaissent pas le travail d'écoute et d'échange que je fais dans une circonscription qui a toujours été plutôt de gauche, même communiste. Allons à présent déterrer vos racines. Il paraît que dans votre jeunesse, quand vous passiez devant l'Assemblée nationale avec vos parents, vous aviez envie d'aller voir ce qui se passait à l'intérieur. Alors je vous propose la visite guidée de Léon Zitrone en 1958 à l'intention des futurs députés de la toute jeune Ve République. Mais entrons maintenant dans le Palais Auguste pour une promenade imaginée pour nous par Daniel Brême. Dans la salle des séances, la tribune des orateurs. L'histoire, ses tablettes à la main, note vos paroles et la renommée a embouché la trompette de votre gloire. Derrière vous, le président regarde l'Assemblée, il distingue la droite de la gauche par rapport à sa tribune, la même cloche servant à diriger toutes les pensées vagabondant par trop. Voici la salle des pas perdus, 20 mètres sur 11. Plus loin, la salle des 4 colonnes, où vous trouverez le nom de vos prédécesseurs morts pour la France. Rien n'a bougé. Légende ou réalité? C'est vraiment en passant devant l'Assemblée que vous avez eu envie de faire de la politique? Non, j'ai toujours eu envie. C'est très curieux, d'ailleurs, c'est très étrange. J'étais pas du tout d'une famille politique. Pas du tout. J'étais famille de classe moyenne. Mais je sais pas, j'avais 10 ans. Je sais pas comment vous dire. À chaque fois que je passais devant l'Assemblée, je me disais, mais je veux entrer là. Je veux être élu. C'est impensable que je sois pas élu.
Et mes parents me disaient, mais notre enfant est dingue. Comment il n'y arrivera jamais, il ne pourra pas. Et à chaque fois que je passais dans l'Assemblée, j'avais l'impression que je devais être là. C'est bizarre. Et puis, je l'ai tellement espéré. J'ai été élu très jeune, quand même, à 36 ans. Là aussi, à la surprise générale. Et j'ai été tellement déçu de voir ce qu'est devenu cette Assemblée. Député très jeune et militant très jeune, puisque à 13 ans, vous collez des affiches pour Jacques Chaban-Delmas, candidat gaulliste à la présidentielle de 74. Ça ne nous rajeunit pas. C'est littéralement porté par une foule en délire que Jacques Chaban-Delmas a gagné hier soir la tribune dressée dans le grand hall du Palais de la Foire. Près de 2 heures d'attente n'avaient pas entamé la bonne humeur et l'enthousiasme des quelques 7000 personnes qui, depuis 19 heures, avaient pris place dans l'enceinte. Banderoles déployées, panneaux brandis, badges à la boutonnière ou en sautoir, ils étaient tous là. Quand Jacques Chaban-Delmas prend la parole, les clameurs ne se sont pas encore tues. Vous voulez une France en paix avec elle-même et avec les autres, je la maintiendrai. Vous voulez une France plus juste, plus solidaire, plus humaine, je la construirai avec vous pour la France. Qu'est-ce qui plaisait chez Chaban au tout jeune adolescent que vous étiez, Nicolas Dupont-Aignan? Le gaullisme social, que j'ai retrouvé après chez Philippe Séguin. C'est pour moi, si vous voulez, personne ne peut comprendre ce que je suis si on ne comprend pas que pour moi, mon patriotisme, ma défense de la nation, s'explique par la démocratie et par l'exception sociale française. Voilà. Ça me fait penser à Romain Gary qui disait toujours je n'aime pas la France. Alors, tout le monde disait ah, il n'aime pas la France. J'aime la France libre. C'est ça mon ADN. Ça, c'est mon... Et ça, je l'ai été très jeune, très jeune. Dès 13 ans? Vous n'aviez pas tout ça en tête à 13 ans? Avant 13 ans. Je me souviens que je suis parti... j'avais un copain qui aimait beaucoup la politique en classe, je ne sais pas quelle année. On était parti en Angleterre, on avait 12 ans, et on commentait dans le train le programme commun de la gauche. Vous imaginez? À 12 ans. Moi, j'ai eu la passion de la politique à 10-11 ans. Vraiment. Et mes parents n'avaient pas la télévision quand j'étais petit. Ils étaient hostiles, je sais pas, on n'avait pas de télévision. J'en avais un complexe immense à l'école, c'était horrible. À l'école, j'étais un des rares, on n'avait pas la télé. Et j'en étais tellement malheureux qu'à un moment, mes parents ont loué une télévision. Et je regardais le mercredi, c'était le jeudi ou le mercredi, les questions au gouvernement qui, pour la première fois, étaient retransmises à la télévision. Ouais. Et tous les mercredis, ou jeudi, je ne sais plus si c'était le mercredi ou jeudi, c'était la première fois, vous retrouverez la date. Et j'étais rivé devant l'écran en me disant, c'est ça que je veux faire. Et pourtant, pas du tout d'une famille de ça. Ils me regardaient comme une espèce de soucoupe volante, d'ovni. Et même ma mère n'a jamais été contente que je fasse de la politique. Elle était très fière quand j'ai eu l'ENA, que je sois sous-préfet, elle en était fière. Et le jour où je lui ai dit, moi, j'en prends un autre mot, ça m'embête, cette carrière. D'abord, je ne peux pas parler, je vais me faire virer parce que je ne peux pas supporter d'obéir comme ça. Et je vais me lancer, je veux être élu. Et elle m'a dit, mais... Pourquoi? Mais c'est pas possible, mais tu vas être malheureux, ne fais jamais ça. Enfin, c'était un drame pour ma mère, qui était fière que je sois sous-préfet, mais quand j'ai été élu député, s'en fichait complètement. Alors justement, l'ENA après Sciences Po, cursus classique du futur commis de la République, l'École nationale d'administration et ses énarques ainsi présentés dans un numéro de 5 colonnes à la une en 1966. Moi, personnellement, je crois que j'avais envie, disons, de m'occuper un peu du destin des autres. Alors je crois qu'à ce moment-là, on a le choix entre trois carrières. Militaire, par exemple, curé ou administrateur. Militaire, j'avais pas tellement en définitive la vocation. Curé non plus, donc j'ai peut-être choisi un peu administrateur. Quelle serait votre définition du leader moderne? Je pense que c'est un chef qui essaie de s'entourer au maximum de sympathie. Et s'il n'en a pas, d'essayer de les imposer et d'imposer ses idées, soit par la force, soit par la persuasion. C'est pas savoir écouter aussi, non? Je crois que ça serait une meilleure définition du psychiatre que du leader. Le pouvoir nous intéresse plus que l'argent, si vous voulez, d'une certaine manière. Ça, c'est sûr. Le pouvoir. Mais je crois que si on regardait les mobiles des élèves qui travaillent, qui sont à l'ENA, et si l'on demandait quels sont les mobiles, à les numéroter en mettant le pouvoir, l'argent, le succès personnel, etc., le pouvoir serait sans doute placé au premier rang. Alors, entre le serviteur de l'État, le jeune un peu prétentieux qui se rêve en leader ou qui parle des leaders, et l'avide de pouvoir, dans lequel de ces personnages vous reconnaissez-vous?
Moi, j'ai fait l'ENA parce que j'étais pas d'une famille de la politique, de classe moyenne, ni pauvre ni riche, pas de relation, aucune relation. Et pour moi, c'était le moyen, peut-être, d'accéder à un monde qui n'était pas le mien. C'était ça, par le mérite. Et donc, j'ai été très heureux à Sciences Po, parce que j'étais heureux, j'ai été très malheureux à l'ENA, parce que je suis arrivé dans un monde qui n'était pas le mien, parce qu'il était trop conformiste, disons. Mais j'étais fier parce que c'était un moyen de méritocratie républicaine. Voilà, je suis le pur produit d'une méritocratie républicaine de classe moyenne favorisée, pas défavorisée, parce qu'il ne faut pas jouer, mais disons simple, mais pas du tout dans le milieu. Voilà. Et puis j'avais le culte de l'État quand même. J'ai lu De Gaulle, Richelieu, j'étais un passionné d'histoire, et pour moi la France est indissociable de sa colonne vertébrale qui était l'État. Et puis en arrivant à l'ENA et après en préfecture, j'ai compris que l'État était déjà abîmé. Je suis arrivé vraiment dans la période mitterrandienne de l'argent roi, qui commençait. Et là, pour moi, j'ai eu une déception très profonde de l'État de l'État. Et je me suis dit, il n'y a que par la politique qu'on pourra rétablir la nation et l'État. Dans les racines de chacun, il y a un patronyme, et dans le vôtre, il y a Dupont, l'un des noms français les plus courants. Alors je vous laisse apprécier ce reportage de 1952, trouvé dans la malle au trésor de l'INA. J'étais pas né quand même en 52. Non, mais vous nous expliquerez après pourquoi vous vous appelez, non pas Dupont, mais Dupont-Aignan. Qui êtes-vous, Madame Dupont? Vous parmi les 21 400 000 Madame Dupont. Qui je suis? Une bonne Française moyenne. Madame Dupont se marie en moyenne à 24 ans. Elle a environ 15% de chances de divorcer au bout de 3 ans. Et hélas, 30% de chances d'être trompée au bout de 5 ans. 76% de Madame Dupont apportent au lit le petit déjeuner de leur mari. Sauf pendant les 3 premiers mois de leur mariage, où 45% de messieurs Dupont remplissent cet office. Voilà pour ces monsieur et madame Dupont, archétype de Français moyen. Alors pourquoi Dupont-Aignan? Tout simplement parce que quand je suis arrivé en maternelle, ma mère m'a emmené à la maternelle, il y avait un autre Nicolas Dupont qui était inscrit à ma place. Et en fait, je n'étais pas inscrit puisque quand ma mère m'avait inscrit, on lui avait dit oui, il n'y a pas de problème, mais en fait c'était un autre. Donc nous étions 2 Nicolas Dupont, nés quasiment à la même date, je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Et donc ma mère a dit, ma mère était assez féministe, et elle a dit on va mettre mon nom avec le nom de mon mari, et comme ça il va s'appeler Dupont-Aignan. Et la maîtresse a dit c'est très bien, comme ça j'éviterai de les confondre. Et puis c'est resté comme ça, j'ai fait toute ma scolarité avec ce double nom qui n'était pas le mien en fait, parce que c'était pas autorisé à l'époque. C'était pas autorisé. Et ça a été que, je crois, sous Mitterrand, en 81, que j'ai pu accoler le nom légalement, le nom d'usage. Voilà, c'est tout, c'est tout con. Et est-ce qu'il y aurait une logique, selon vous, à ce qu'un Dupont devienne président de la République? J'en sais rien. Ça, j'en sais rien. C'est pas pour ça. Il n'y a pas de déterminisme par les noms. Non. Quoi qu'en disent certains candidats. Je crois au contraire que chacun forge. Le seul regret que j'ai, c'est que mes filles n'aient pas mon nom, puisqu'elles ont Dupont avec le nom de leur mère, quelque part aussi. Bon, mais c'est... Vous savez, moi, je suis très républicain dans cet esprit, je crois que... et aventurier, en fait. Parce que j'avais une mère qui était très libre d'esprit. J'ai eu des parents, j'ai eu de la chance. Parce que j'aurais pu avoir des parents d'une moyenne bourgeoisie étriquée, et qui n'étaient pas du tout étriqués, qui étaient d'une moyenne bourgeoisie très libre. On parlait de tout, j'avais un grand-père aviateur de 14, on était quand même... J'avais un bain familial, je ne baignais pas dans l'argent, mais je baignais dans la culture et dans la liberté. Et c'est peut-être ce qui m'a entraîné parfois à avoir des décisions audacieuses, si on est positif. On y reviendra sûrement. Voyons à présent qui sont vos mentors. Avec votre combat contre l'Europe de Maastricht, vous avez mis vos pas dans ceux de Philippe Séguin. Vous l'avez cité tout à l'heure, Séguin qui a mené cette bataille dès 92 au sein du RPR. J'ai le droit de dire qu'il y a des moments où il faut savoir dire oui ou non au lieu de se réfugier dans le nini. J'ai le droit de dire que je ne veux pas manger mon chapeau. L'Europe de Maastricht marche sur la tête, il nous faut la remettre sur ses pieds
pour continuer d'avancer. Alors qu'est-ce qu'il y a de frileux dans cette démarche? Qu'est-ce qu'il y a de rétrograde? Qu'est-ce qu'il y a d'archéo à vouloir bâtir l'Europe à partir des réalités nationales? Vous le considérez comme l'un de vos mentors? Ah, c'est la seule personnalité politique que j'ai connue, que j'adorais, que je respectais, que j'admirais. Et quelle tragédie pour la France que cet homme n'ait pas pu faire plus. C'était le seul homme d'État dans un milieu de nains et de médiocres. Le seul vraiment? Ah, vraiment. Vous avez côtoyé d'autres... Pas photo. Mais pas photo. Personnages de ce courant de pensée. J'ai qu'un grand mépris pour beaucoup d'autres. Pasqua, Villiers, non. Si, Pasqua, qui était quelqu'un de très attachant, mais Pasqua, mais Philippe Séguin avait la structure intellectuelle exceptionnelle. Et il avait simplement une petite fragilité pour s'affirmer paradoxalement. Et si j'ai pris tant de positions parfois audacieuses, si j'ai rompu les amarres, si j'étais candidat, c'est parce que j'ai été traumatisé, mais vraiment, quand je l'ai connu. En 95, je me souviens un jour, je le vois dans les couloirs de l'Assemblée, il était président de l'Assemblée après le combat de Maastricht, j'étais jeune collaborateur chez Barnier, et je lui dis, Monsieur le Président, mais présentez-vous, ne laissez pas Chirac et Balladur ce combat, mais présentez-vous, ayez le courage d'y aller. Pourquoi vous n'y allez pas? Vous avez tout pour y aller. Et il s'est dégonflé à ce moment-là, il fallait qu'il y aille. Voilà, c'est un immense regret, c'est le seul, je me serais fait tuer pour Séguin, j'ai écrit de ses discours. Il demandait à plusieurs personnes, Bavrez, Paul-Marie Couteau, Carucci, moi, on était étudiants. Et puis j'ai gardé, vraiment, je pense que quand il était exclu de tout, j'allais le voir dans son petit bureau au-dessus de la porte de l'Assemblée. Et il me racontait un peu tout le monde. Je crois que j'étais un des rares, et sa secrétaire peut en témoigner, à venir, alors que je n'avais aucun intérêt, personne n'avait plus d'intérêt, tout le monde l'a laissé tomber. Mais alors vous meniez une double vie, parce qu'en 93 et 94, vous l'avez rappelé, vous avez servi 2 ministres très pro-européens comme conseiller technique de François Bayrou, puis de Michel Barnier. Vous étiez malheureux ou frustré dans ces années de cabinet ministériel? Où j'ai mené une double vie, c'est quand j'étais à la préfecture de l'Île-de-France, où je menais une action d'ailleurs que je trouvais honorable, qui était le schéma directeur de l'aménagement de la région Île-de-France, sous un grand préfet socialiste qui était Christian Sauter, et que j'admirais beaucoup, sous Michel Rocard, et c'est de là on a dit que j'étais rocardien, mais en fait je servais l'État, et le soir j'écrivais les discours de Séguin. Et puis après, j'ai été candidat à 95. Avant d'être candidat à 95, j'étais en cabinet, oui, chez Bayrou, Barnier, et j'étais en désaccord profond sur l'Europe, bien sûr, mais Barnier à l'époque n'avait pas viré sa cutie pro-européenne, c'est après. 95, j'étais déjà parti, j'étais maire de ma ville. Mais tout le monde savait que j'étais un admirateur de Philippe Séguin, tout le monde savait, il n'y a pas de secret pour Séguin. C'est un regret, vraiment, c'est un regret profond pour le pays. Et puis après, il est mort de chagrin. Il est mort de chagrin, je peux le dire. En 2014, vous fondez votre parti Debout la France. Avant, 2009. 2009, ça s'appelait Debout la République, c'est oui, ça? Mais je quitte l'UMP parce que j'ai quand même la possibilité de faire la campagne du non-référendum en 2005. On me la laisse le faire. Sarkozy est très correct parce qu'il sait qu'il a besoin aussi des gens qui votent non pour 2007. Et puis en 2007, quand il me dit dans le secret de son bureau, on n'en a rien à foutre du référendum, on fera voter un traité par le Parlement qui reviendra sur le nom des Français, là je m'en vais et je quitte. Ça s'appelait l'UMP, je sais plus, oui. Ça s'appelait l'UMP. En 2007, je quitte parce que je ne peux pas accepter que la parole du peuple qui a voté non au référendum soit trahie. Ça, c'est pas possible pour moi. Et je prends tous les risques parce que je quitte, je me retrouve tout seul avec quelques vieux militants gaullistes et on crée Debout la République qui se transforme en Debout la France après. Et donc, votre cible numéro 1 dans cette nouvelle phase de votre vie politique, l'Europe et sa monnaie, l'euro. La vie chère, c'est l'euro. Les délocalisations, c'est l'euro. Le chômage, c'est l'euro. La misère et la pauvreté, c'est l'euro. S'il n'y a plus de choix budgétaire, autant donner la clé du Parlement, du Président de la République, à la Commission, des commissaires.
des commissaires, c'est-à-dire une dictature. Est-ce que l'euro fonctionne et marche bien? Tout le monde sait que non. On veut faire passer aujourd'hui exactement le même texte sans consulter les Français. Moi, j'appelle ça un coup d'État. C'est la première fois depuis la Libération que le Parlement français va voter un traité qui a été refusé solennellement par le peuple français 2 ans avant. Donc c'est plus qu'un vol, c'est un viol. Moi j'appelle les 16 millions de Français, d'électeurs français, qui ont voté non en 2005 à ne pas se laisser faire. Oui, mais est-ce qu'on voit la souffrance des Européens aujourd'hui parce qu'on a mené une mauvaise politique européenne? Ça ne veut pas dire qu'il faut être contre l'Europe. Il faut reconstruire l'Europe sur des bases beaucoup plus solides. Il faut rendre à la France sa liberté. Il faut qu'elle puisse se protéger. Il faut qu'elle ait sa monnaie. Il faut qu'elle soit libre de ses moyens. Sinon, on continuera dans la ruine. Avec ce poison, nous allons en finir. Et voilà ce que je vais en faire. On a eu l'embarras du choix hein, pour composer ce florilège. Mais, Nicolas Dupont-Aignan, ça n'a pas vraiment pris dans l'opinion. Est-ce que vous reconnaissez que l'euro et une certaine idée européenne ont fini par s'imposer? L'esclavage de la France. Voilà, je persiste et je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit. Même sur la monnaie européenne? Ah mais bien sûr. D'ailleurs, vous verrez que ça ne tiendra pas si longtemps qu'on croit. C'est impossible. Donc, c'est pour ça que Philippe Séguin avait raison et je persiste à penser que nous avions raison. C'est l'esclavage de la France, sa misère, sa pauvreté. Tout a été écrit dans le discours pour la France de Philippe Séguin. C'est pas moi qui ai inventé tout ça. Et ça s'applique. Et c'est terrible parce que les Français, finalement, ont été enfermés là-dedans. On voit le déficit commercial cette année, 83 milliards, dont plus de la moitié avec nos partenaires. Voilà, c'est une machine à broyer le pays. Un jour, on s'en apercevra, quand. Mais je ne regrette rien parce que je le pense, et je le pense toujours. D'ailleurs, toute ma campagne de 2022, 2017, 2022, et puis 2022 va être faite là-dessus. Pas obligatoirement. Alors sur l'euro, il y aura une adaptation parce que c'est tellement rentré dans les mœurs qu'il va falloir organiser une flexibilité. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le nouveau président de la Banque centrale a fait ce que j'avais recommandé et ce que Trichet ne voulait pas faire quand il y avait ses paroles. C'est-à-dire qu'il a monétisé à mort pour assouplir le système. Donc, pour moi... il est acceptable aujourd'hui, le système? Non, il n'est pas acceptable, il n'est pas durable. Il est transitoirement acceptable parce que je pense, et c'est ce que je dirais pour cette élection, je pense que d'abord, il faut retrouver nos frontières, il faut retrouver la supériorité de nos lois, il faut déjà colmater les brèches. Et puis, sur l'euro, on aura le bras de fer avec l'Allemagne, et soit l'Allemagne accepte qu'on monétise, et c'est nous qui piégerons l'Allemagne, soit l'Allemagne refuse, et bien les pays du Sud seront obligés d'inventer autre chose. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'exemple d'union monétaire qui dure sur des bases qui ne sont pas solides. Donc, les faits me donneront raison. Malheureusement, c'est beaucoup de chômage, de souffrance, de perte de richesse pour la France. Et je suis candidat parce que je pense je serai le seul candidat, là, en 2022, qui reste sur cette ligne qu'on ne réglera les problèmes du pays que si on retrouve notre indépendance. Voilà. Et maintenant, un grand homme va vous parler. Il est souvent cité, invoqué dans cette campagne. Vous voici face à De Gaulle. Oh. Avec une séquence que nous avons choisie pour vous, elle date de 1967. On m'a demandé ce que ce serait que l'après-gaullisme. Eh bien, c'est par là que nous allons terminer. Tout a toujours une fin, et chacun se termine. Pour le moment, ce n'est pas le cas. De toute façon, après De Gaulle, c'est peut-être ce soir, ou dans 6 mois, ou dans 1 an. Ça peut être dans 5 ans, puisque c'est là le terme que fixe la Constitution, au mandat qui m'est confié. Mais si je voulais faire rire quelques-uns ou en faire grogner d'autres, je dirais que ça peut aussi bien durer encore 10 ans, 15 ans. Franchement, je ne le pense pas. Qu'est-ce que De Gaulle aurait pensé de ceux qui se prétendent ses héritiers? Parce que lui semble considérer que, après lui, finalement,
il ne se passera pas grand-chose, il n'y aura pas grand-chose. Il ne peut pas en avoir, parce que personne ne peut égaler cette grandeur et cette force. En revanche, et d'ailleurs ceux qui s'en réclament souvent sont ceux qui l'ont le plus trahi dans les faits, et notamment le parti dit gaulliste, qui était le RPR puis l'UMP. Donc là-dessus, c'est pourquoi j'en suis parti. Mais pour autant, je pense qu'on a quand même le droit de tirer les leçons de ce qui s'est passé. Non pas pour imiter, mais simplement pour en tirer les leçons. Il y a quelques points cardinaux, pour moi, il y en a 4. L'esprit de résistance, on doit pouvoir tout abandonner pour une conviction. Le deuxième point, c'est la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui doit décider, ce n'est pas les oligarchies. Nous sommes en oligarchie aujourd'hui. Le troisième point, c'est un humanisme. Un humanisme, c'est-à-dire c'est pas la France pour la France, c'est ce que je vous disais au départ d'ailleurs, c'est la France d'égalité sociale, la participation, c'est le grand échec de Gaulle, parce que les syndicats et le patronat l'ont tué. Et puis c'est le quatrième point qui va vous surprendre, c'est une vision de l'avenir. C'est-à-dire c'était un géant parce qu'il avait une anticipation, notamment par exemple sur ce qu'on vit aujourd'hui avec l'Ukraine, sur un monde multipolaire, c'est-à-dire des grands blocs, la Chine, etc. Et nous, on est revenus dans l'Alliance Atlantique, on s'est rétréci au moment où on devrait épouser le monde avec la francophonie. Voilà. Pour moi, c'est ça, le gaullisme. Alors, ça s'appellera autrement si un jour, il y a un homme d'État en France, voilà, qui arrive au pouvoir. Parce que le problème c'est comme aujourd'hui, c'est comme si on demandait à De Gaulle de se faire élire par Vichy. C'est assez dur. En fait, on demande aux gaullistes de se faire élire dans le régime de Vichy. C'est pas facile. C'est le régime de Vichy aujourd'hui ? Pas la même chose, mais dans l'esprit. C'est un esprit d'abandon. La France, les dirigeants français sont devenus des oligarques qui ont abandonné l'indépendance du pays, je le pense. Et quand ça a été pareil sous les Anglais, sous Jeanne d'Arc, enfin quand Jeanne d'Arc combattait, ça a été pareil de tous ces régimes où les dirigeants sont vendus à l'étranger. Voilà. Moi, j'estime que nos dirigeants ont vendu le pays à l'étranger. Voilà. Donc je vous le dis comme je le pense. Alors, plus ou moins. Alors, on peut le vendre pour de l'argent, on peut le vendre pour une idéologie abominable. C'était Vichy et c'était bien pire. Attention, hein, ne mélangez pas. Mais c'est cet esprit de la soumission. On ne défend plus l'intérêt du peuple. On défend des privilèges et des oligarques. C'est la France macroniste. La rubrique suivante. 180 degrés comme les revirements ou volte-face qui émaillent tous les parcours politiques. Avec ce coup de théâtre en 2017, après avoir recueilli 4,7% des voix au premier tour de la présidentielle, vous vous rangez aux côtés de Marine Le Pen pour le second tour. C'est l'image que Marine Le Pen espérait depuis des jours, s'afficher aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan, avec à la clé un accord de gouvernement, une première dans l'histoire du Front National. La candidate lui fait une promesse. Présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France, appuyé par une majorité présidentielle cohérente et unie par l'intérêt national que nous ferons naître avec lui. Nous constituerons un gouvernement d'union nationale. Comme dans un mariage, d'un côté les cadres du FN, de l'autre les soutiens restés aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan. Les mariés, eux, tentent d'afficher une complicité. C'est une sorte de... Je ne sais pas si Marine aime le terme, parce que chacun a sa culture, chacun son... Mais le comité de salut public, pour sauver le pays, avec des gens d'horizons différents. Ben voilà, on se retrouve et on va sauver notre pays. Mais c'est extraordinaire ce que nous vivons ce matin. C'est vrai. Auparavant, pendant des années, vous rejetiez avec force les thèses et les incarnations du Front National. Que s'est-il passé ? D'abord pour une raison très simple, et je persiste et je signe, Marine Le Pen n'a rien à voir avec Jean-Marie Le Pen. Et vous n'auriez jamais eu une image avec moi et Jean-Marie Le Pen. Voilà, ça vous le savez très bien. Premier point. Deuxième point, c'est parce qu'on avait en face de nous Emmanuel Macron, qui est le fossoyeur de la France, et qui est l'homme des oligarques. Et il y avait, je n'ai pas un mot à retirer d'ailleurs, c'est intéressant ces images, parce qu'on me repasse toujours la photo, mais on ne passe pas le texte. Et qu'est-ce que je dis ? Des gens d'horizons différents. Oui, nous sommes d'horizons différents. Et si vous repreniez même le discours du 1er mai au grand meeting qu'il y a eu, devant tous les soutiens de Marine Le Pen, j'ai dit « je resterai ce que je suis
il n'y aura pas de fusion. J'ai entendu partout fusion, ralliement. C'était une alliance. Mais ensuite, vous avez rompu cette alliance. J'ai rompu, ça n'a pas marché. Et j'ai continué à ce qu'on avait dit, ça a été dit, le divorce après le mariage. Il n'y avait pas mariage, il y avait alliance. Et j'avais dit le 1er mai, Debout la France restera un parti indépendant, gaulliste, avec ses troupes. Voilà, nous sommes restés ce que nous sommes. Il y a eu l'échec, il y a eu la vie, mais je pense que ce que j'ai fait à l'époque ouvrira la porte à des recompositions politiques, parce qu'Emmanuel Macron, rassemblant les mondialistes, et il l'a fait, obligatoirement les patriotes, même de gauche et de droite, seront obligés de se rassembler. Alors après, ils se rassembleront derrière qui, comment? J'ai proposé même une primaire au mois de janvier dernier pour qu'on choisisse qu'un candidat, le meilleur. Ça n'a pas marché, voilà. Mais, vous savez, j'ai reçu à la fois d'immenses manifestations de soutien des gens du peuple et une telle acrimonie des gens de l'oligarchie, de l'élite, qui ne pouvaient pas accepter qu'on soit libre à partir du moment où vraiment Marine Le Pen avait abandonné tout ce qui me répugnait dans l'idéologie initiale du Rassemblement, du Front National. Et donc, à partir de ce moment-là, tout était clair. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est beaucoup moins à droite, si on peut dire, qu'un Éric Zemmour, par exemple. Donc, alors, justement, un point de rencontre, un autre point de rencontre dans cette mouvance que vous venez de définir, dès 2017, on trouve dans vos déclarations ce qui sera l'axe de campagne d'Éric Zemmour. On voulait savoir si la thèse du grand remplacement... Vous l'assumez. Vous l'assumez, visiblement, vous ne l'assumez pas. Voilà, je dis qu'on est en voie, si on ne fait rien, on est en voie d'un remplacement de population qui n'est pas bon pour la population française, qu'elle soit française ou étrangère, et qui remet en cause notre modèle républicain. Donc, le grand remplacement, c'est une thèse que vous faites vôtre? Mais ni grand, ni absent. Je persiste et j'ai écrit, mais j'ai écrit des livres, j'ai écrit 15 livres, 13 livres, 12 livres, je ne sais même plus. J'ai l'impression d'ailleurs de répéter toujours pareil dans ces livres. J'ai écrit, ce que je pense, c'est que l'immigration peut être une chance quand elle est assimilée et modérée et réduite, digérée, que l'immigration, quand ça devient une submersion, devient un remplacement, pas grand, parce que le terme du grand remplacement, je le réfute, parce qu'il y a un côté complotiste, que c'est organisé, que c'est une vague énorme. C'est un remplacement progressif qui est dangereux pour les Français comme pour les étrangers, qui veulent s'assimiler à la nation. Et c'est très intéressant cette scène, parce que c'est toujours l'apathie, là, toujours pareil, qui veut pousser dans l'excès. Il pose une question, oui. Oui, non, mais il pose toujours, c'est des gros sabots, personne n'est dupe de tout ça. D'ailleurs, c'est ça qui est agréable aujourd'hui, c'est que c'est fini, quoi. Tous ces gens qui comprennent rien à ce qui se passe et qui donnent des leçons à longueur de journée, tout le monde s'en fout, heureusement. Mais c'est pas pour autant que je vais aller sur une thèse trop loin. Par exemple, Éric Zemmour, sur l'affaire des prénoms, m'a choqué parce que je suis élu de banlieue, je connais plein de Mohamed, etc., qui sont des grands patriotes. Certains ont combattu au Sahel dans nos armées, et c'est pas parce qu'ils s'appellent Mohamed qu'ils vont avoir un tampon mauvais français. Ça me choque. C'est pas moi. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir dans la défense de la nation, et surtout dans la cohésion de la nation. On peut digérer une immigration, on ne peut pas assimiler une submersion. C'est simple. Voilà. Et donc, pour prolonger l'échange qu'on avait tout à l'heure, vous pourriez former de la même façon un comité de salut public avec Éric Zemmour? Tout dépend sur quel programme. D'ailleurs, on oublie que avec Marine Le Pen, nous avions négocié dur. J'avais fait enlever 6 points dans son projet. On avait discuté toute une journée, juste après le premier tour. Et ça ne s'était pas fait d'un coup. Et notamment, il y avait une affaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait dit que les enfants de clandestins ne devaient pas aller à l'école, etc. Enfin, il y avait eu une polémique pendant le premier tour. Et j'avais dit que c'était pour moi une condition inacceptable d'un gouvernement. Et j'avais fait enlever ce point-là. J'avais fait enlever une taxe sur les importations qui était délirante parce elle aurait fait un effet boomerang sur nos exportations, enfin des trucs comme ça. Donc, encore une fois, on est dans une société française où la gauche a le droit de s'allier,
et la droite n'a pas le droit. C'est Mitterrand qui a inventé ça, c'est génial. Bon, moi j'ai brisé ce tabou. Maintenant, ça ne veut pas dire obligatoirement que je vais m'allier avec tous ceux qui proposent des choses qui me paraîtraient excessives. Faut discuter, voir, en tout cas on n'en est pas là, parce que je pense que l'enjeu, déjà, c'est que les Français aient le choix et que justement, le système médiatico-politique qui nous gouverne ne force pas les Français à voter Macron en leur présentant toujours, disons, des excès. Et moi, j'ai toujours demandé un patriotisme, alors on le définit comme on veut, républicain, raisonnable, humaniste, sérieux. C'est ce que je défends toujours. C'est le RPR d'ailleurs d'une certaine époque. Hein. Autre déclaration, cette fois dans la rubrique Zéro pointé. En 2015, quelques semaines après les attentats de Paris, vous êtes interrogé sur le conflit syrien. L'entrée de la Russie dans le conflit syrien est-elle une bonne ou une inquiétante nouvelle d'après vous? Une très bonne nouvelle. Enfin une action claire, nette et urgente. Tant on a traîné sur cette affaire, et je constate qu'il n'y a qu'un chef d'État dans le monde aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine, qui assume ses actes et qui a compris le danger de l'État islamique. Voilà, c'est tout. Il y a un moment, il faut choisir. Et on a en face des dirigeants européens ou américains qui sont complètement hors de l'histoire, au grand sens du mot histoire. Est-ce que la lutte contre Daesh légitime toutes les alliances ou tous les soutiens, y compris en faveur de Vladimir Poutine, dont l'armée a bombardé à la fois des rebelles modérés, des djihadistes et des milliers de civils? Écoutez, je suis très heureux que vous passiez ce passage parce qu'on me ressort la phrase sur Poutine en ce moment. Et dans le contexte où je l'ai dite, elle était parfaite. Pourquoi? Parce que y a eu tant de morts sur nos trottoirs à Paris par la faiblesse des Occidentaux qui n'ont pas su justement choisir et qui ont laissé Daesh tuer. Tout ça par haine du régime syrien, comme ils ont enlevé Saddam Hussein en Irak avec un drame, ou Kadhafi. Et Dieu sait si je ne suis pas pour Kadhafi, ni pour Saddam Hussein, ni pour Assad. Mais on a laissé le djihadisme envahir l'Afrique parce qu'on a des dingues et des va-t-en-guerre de salon qui ont préféré laisser le djihadisme que de soutenir des chefs d'État qui n'étaient pas parfaits, mais qui au moins évitaient le djihadisme. Voilà. Donc moi, je maintiens que la Russie a eu raison d'intervenir et que si la France et les États-Unis avaient maintenu des relations avec Assad et avaient été intervenus contre Daesh, ben on n'aurait pas eu besoin des Russes. C'est tout. Vous savez, les Occidentaux sont intervenus et massivement contre Daesh. Les Occidentaux, Daesh. Ils ont armé les islamistes en voulant armer des modérés syriens. Les armes se sont retrouvées du côté du djihad. Non, il y a eu une intervention. Enfin, vous savez une parfaitement qu'il y a eu une intervention en Irak, en Syrie. Après. Et en tout cas, après les attentats, et bien après. Et quant aux civils, vous avez raison, c'est abominable la guerre. Mais les Américains, quand ils sont intervenus en Irak, et là, j'avais beaucoup soutenu de Villepin. Vous pensez que les Américains bombardaient délibérément des écoles, des hôpitaux, comme ils l'ont fait en Syrie? Les Américains ont fait des centaines de milliers de morts en Irak. Donc, ils ne sont pas meilleurs que les Russes. Hein, parce que, et je ne les accable pas, ils sont partis dans une logique de guerre effrayante en Irak. Et moi, si vous voulez, je préférerais qu'on ait un Dominique de Villepin et un Jacques Chirac en ce moment qu'un Emmanuel Macron. Hein. Mais pas de complaisance ou d'admiration particulière pour le régime de Vladimir Poutine. Non, si vous écoutez bien mon extrait, et je vous en remercie, je vais le ressortir, dans le contexte, il n'y avait rien à redire à ce que je disais. Une Madeleine à présent, spécialement pour vous. Quoi que vous en disiez, vous êtes, Nicolas Dupont-Aignan, un combattant plutôt solitaire et certains dans votre entourage vous comparent à ce personnage. Vous nous direz si vous vous reconnaissez. Adieu, mesdames. Quoi qu'il arrive, vous aurez eu l'honneur de vivre la minute la plus extraordinaire du siècle. Celle où l'orgueilleux chevalier Don Quichotte de la Manche s'en fut conquérir l'univers. Va, Rocinante. Allez. Don Quichotte, ça vous va?
Oui, vous savez, si De Gaulle avait échoué, on l'aurait appelé Don Quichotte. Ce que je veux dire par là, c'est que la peur du don quichotisme a entraîné beaucoup de compromissions et de soumissions. Alors, c'est tellement facile de critiquer les gens qui sont conformes à leurs convictions. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Que je fasse comme les autres? Que j'abandonne tous les pans de la souveraineté du pays pour être sous-ministre au chou farci? Vous savez, quand j'ai pas tout réussi, loin de là. Mais quand je regarde mon parcours, j'ai au moins la capacité à me regarder dans la glace sans rougir, et j'ai eu une chance inouïe dans ma vie politique, c'est qu'à chaque fois que j'ai été sur un plateau de télévision, j'ai vraiment dit ce que je pensais. Alors on peut être en désaccord avec moi, mais reconnaissez qu'il y a au moins une cohérence, et j'imagine que ça doit tellement être difficile pour un homme politique de dire exactement l'inverse de ce qu'il pense. Vous savez, quand je me souviens qu'au moment du vote sur la Constitution européenne, je me souviens tellement d'un député RPR montant dans l'hémicycle et me disant « Nicolas, j'ai honte de ce que je vais faire, mais je suis obligé. Sinon, je perds ma circonscription. » Moi, peut-être grâce à ma camionnette que vous avez vue ou à l'écoute des gens, j'ai eu le soutien populaire de ma circonscription, et qui n'était pas une circonscription favorable à mes idées. La sincérité et la fidélité à ses valeurs, à ses principes, vous avez raison, c'est primordial. Oui, après, c'est pas toujours mais après, payant. On peut se demander aussi quelles sont vos victoires. Peut-être, ma victoire, c'est d'avoir redressé une ville en faillite, d'avoir été maire 22 ans, d'avoir complètement magnifié une ville à une petite échelle, d'avoir fait avancer quelques idées, le produire en France avec Montebourg. Regardez, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que les deux personnalités, je trouve, qui ont été les plus honnêtes dans leur combat, à gauche Montebourg, à droite moi, très prétentieusement, on n'est pas en super forme. Faut être honnête, je ne le dis pas pour me plaindre, c'est dur, mais est-ce que ça vaut mieux que d'avoir signé la reddition du pays? Et voilà, en tout cas, moi j'ai envie que les gens croient encore en la politique. Je ne suis pas parfait. Si c'était à refaire, j'aurais été peut-être plus roublard dans certains moments. Mais est-ce que j'aurais pas perdu aussi ce qui fait ma force? Je préfère des regrets que des remords. Et je persiste à penser que j'offre aux Français la seule voie possible pour redresser le pays. Voilà, j'ai cette prétention. On verra. Il y a une élection. J'espère qu'on fera le maximum et qu'un jour, ça servira. Pour moi ou un autre, qu'importe. Ce qui compte, c'est que ça serve pour le pays. La rubrique Alerte verte, c'est une même archive que nous soumettons à tous les candidats. Une séquence de la campagne officielle de 1974, celle où vous militiez pour Chaban, avec un agronome en pullover rouge qui tentait de nous alerter. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis. René Dumont, le premier candidat écolo, il avait raison, non? Il avait raison et pas raison à la fois, mais il avait raison et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens de conviction. Lui aussi, on aurait pu dire qu'il était Don Quichotte, mais on sème toujours des petites graines qui évoluent, la preuve. Et il a raison, c'est un des défis majeurs. Simplement, on le prend par le mauvais sens, à mon avis. Voilà. C'est-à-dire que on se donne bonne conscience, alors que le seul moyen, et c'est ce que je propose, d'éviter le réchauffement climatique et le désastre des océans, j'ai fait un rapport là-dessus, c'est de mettre fin à la mondialisation inhumaine, c'est-à-dire de mettre des barrières douanières, de couper avec la Chine qui est en train de faire exploser la planète. À chaque fois qu'on consomme allemand ou chinois, on participe du gaz à effet de serre, c'est qu'on n'a pas compris nos écolos. Et pour finir, une rencontre. Rencontre avec François Mitterrand, nous sommes en 1987 lors d'une intervention du président à la Sorbonne. Nous sommes français,
nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnol, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Comment voyez-vous la France, Nicolas Dupont-Aignan? Multiculturelle comme François Mitterrand ou d'abord gauloise? Non, multiculturelle, si c'est pour finir comme le Liban, ça sera la fin de la France. Non, ça c'est communautaire. Multiculturelle, si c'est enrichi d'influences diverses, mais rester français, l'idée de la France, c'est pas une race, c'est pas une ethnie, la France c'est une idée. C'est la liberté, égalité, fraternité. C'est ça la France. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que un excès de vagues migratoires avec une faiblesse de l'État et une faiblesse de la croissance et un abandon de la souveraineté, ça aboutit au Liban. Et je ne veux pas de ça. Et ça ne remet en rien en cause les personnes. C'est tout. Donc il faut une diversité, mais il ne faut pas une négation de ce qu'on est, c'est tout. Et c'est l'équilibre entre les deux qui est important. Donc Mitterrand a affaibli considérablement le pays parce qu'on peut accueillir du monde si on a la force assimilatrice et la force de croissance. Mais on ne peut pas à la fois abandonner la force de croissance, la force d'assimilation et avoir les bras ouverts. On ne peut pas. Il faut choisir. Gouverner, c'est choisir. J'étais plutôt Mendès France que Mitterrand. Au terme de cet ADN et de ce voyage dans nos archives, y a-t-il un morceau essentiel de votre ADN, Nicolas Dupont-Aignan, que nous ayons manqué? Peut-être le combat social et le combat féministe. J'ai une mère qui m'a appris beaucoup de choses et j'estime que, vous parliez de l'environnement tout à l'heure, je suis toujours un peu choqué que la défense de l'environnement, qui est utile, ait remplacé la défense des injustices sociales. Et le sort des femmes et des pauvres et des miséreux dans le monde est passé après la défense de notre planète. Et alors je pense que les deux vont ensemble. Merci, Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous.